Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Pendant que Brady colle des étiquettes jaunes, moins 50% sur des vieux DVD de Tarantino, et que Freddy est parti dépanner Madame Vera Wilkins à l'ouest de la ville, c'est son clavier, en fin de compte, qui était rempli de miettes de gâteau, Bill Hodges quitte la O'Brien, la 4 voies qui coupe la ville en deux et donne son nom à Lowtown, et tourne dans le parking adjacent à Demasio's, Ristorante Italiano. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner que Pete est arrivé le premier. Hodges se gare à côté d'une Chevrolet grise banale à pneus noirs qui crie quasiment police urbaine sur tous les toits et descend de sa vieille Toyota, qui elle crie carrément vieux retraité. Il pose la main sur le capot de la Chevrolet. Encore chaud. Pete le bat d'une courte longueur. Il s'arrête un instant pour jouir de cette fin de matinée avec son soleil radieux et ses ombres découpées. Regard tourné vers le pont qui enjambe la 4 voies un peu plus bas. Il a été tagué à mort par les gangs. Et même s'il est désert à cette heure, midi c'est le moment du petit déjeuner pour les plus jeunes citoyens de Lowtown, il sait que s'il mettait le pied là-dessous, la puanteur aigre de vin et whisky bon marché le saisirait. Des tessons de bouteilles brisées craqueraient sous ses pas. Dans le caniveau, d'autres bouteilles. Le genre petite, en verre marron. Mais tout ça, c'est plus son problème. Et puis, les profondeurs du pont sont désertes, et Pete l'attend. Hodges pousse la porte du restaurant, et quand Elaine, au comptoir, l'accueille avec le sourire, et en l'appelant par son nom, bien qu'il ne soit pas venu depuis des mois, peut-être même un an, il est agréablement surpris. Bien sûr, Pete est installé sur l'une des banquettes, lui faisant déjà signe de la main. Et c'est sûrement lui qui lui a rafraîchi la mémoire, comme disent les avocats. Hodges lève la main en retour, et quand il arrive à hauteur de la banquette, Pete est déjà debout, bras grands ouverts, pour une étreinte fraternelle. Il se tape dans le dos le nombre de fois requis, puis Pete lui dit qu'il a bonne mine. « Tu connais les 3 âges de l'homme » demande Hodges. Pete secoue la tête, arborant un large sourire. « L'enfance, l'âge adulte, et t'as une putain de bonne mine. » Pete éclate de rire et demande à Hodges ce que dit une blonde quand elle ouvre un paquet de Cheerios. Hodges dit qu'il ne sait pas. Pete ouvre de grands yeux écarquillés et dit « Oh, regarde toutes ces mignonnes petites graines de donuts !» À son tour, comme le veut la coutume, Hodges éclate de rire, bien qu'il ait déjà entendu des blagues de blondes plus spirituelles, et une fois débarrassé des civilités, il s'assoit. Un serveur approche. Pas de serveuse chez Demasio's, seulement des vieux messieurs en tablier immaculé, noués bien haut autour de leurs étroites poitrines de poulet. Et Pete commande un pichet de bière. De la Bud Light, pas de l'Ivory Special. Quand elle arrive, Pete lève son verre. « À toi, Billy, et à la vie après le travail. »« Merci. » Ils trinquent et boivent. Pete demande des nouvelles d'Ali et Hodges des enfants de Pete. Leurs épouses, toutes deux de la catégorie des ex, sont évoquées, comme pour se prouver mutuellement et à eux-mêmes qu'ils n'ont pas peur d'en parler, puis bannies de la conversation. La commande est enregistrée. Quand les plats arrivent, ils ont eu le temps de passer en revue les petits-enfants de Pete et d'analyser les chances de victoire des Indians de Cleveland, qui se trouve être l'équipe de ligue majeure la plus proche. Pete a pris des raviolis, Hodges des spaghettis à l'ail et à l'huile d'olive, comme toujours quand il vient ici. La moitié de ses bombes caloriques ingurgitées, Pete sort un bout de papier de sa poche de chemise et, non sans cérémonie, le pose à côté de son assiette. « C'est quoi ?» demande Hodges. « La preuve que mon 6e sens de détective est toujours aussi aigu. Je t'ai pas vu depuis cette soirée de débauche au Raintree Inn. Ma gueule de bois a duré 3 jours au passage. Et je t'ai parlé, quoi, 2-3 fois. Et d'un coup, bim, tu veux qu'on mange ensemble. Est-ce que ça m'étonne? Non. Est-ce que je flaire une intention cachée? Oui. Alors, voyons un peu si j'ai raison. » Hodges hausse les épaules. « Tu sais ce qu'on dit, le remède à l'ennui, c'est la curiosité. Mais la curiosité, elle, est sans remède. » Pete Huntley sourit largement. Et quand Hodges se penche pour attraper le bout de papier, il pose la main dessus. « Non, 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 il faut que tu le dises. Fais pas ton timide, Kermit. » Hodges soupire et énumère 4 dossiers en comptant sur ses doigts. Quand il a fini,
Pete pousse le bout de papier vers lui. Hodges l'ouvre et lit 1. Davis. 2. Le violeur du parc. 3. Les prêteurs sur gage. 4. Le tueur à la Mercedes. Hodges fait mine d'être vaincu. « Vous m'avez eu, shérif, mais ne te sens pas obligé de me dire quoi que ce soit. » Pete redevient sérieux. « Bon sang. Si t'étais pas un minimum curieux de savoir ce que sont devenus les dossiers non classés depuis que t'as jeté l'éponge, je serais déçu. Je me faisais un peu de soucis pour toi. J'ai pas envie de fourrer mon nez dans ce qui me regarde plus. » Hodges est légèrement stupéfait de la facilité avec laquelle cet énorme bobard est sorti. « Ton nez de Pinocchio ? Non. Vraiment, tout ce que je demande, c'est une petite mise à jour. » Ravi de pouvoir aider. Alors, Donald Davis, pour commencer. Tu connais le scénario. Il foire tous les business qu'il monte. Le dernier en date étant les voitures de collection Davis. Le type est tellement tout le temps sous l'eau qu'il devrait s'appeler Capitaine Nemo. 2 ou 3 pépettes sous le bras. 3, quand je suis parti, dit Hodges en retournant à ses pattes. Il n'est pas venu ici pour entendre parler de Donald Davis ou du violeur du parc, ni même du gars qui braque des prêteurs sur gage et des magasins d'alcool depuis 4 ans. Tout ça, c'est du camouflage. Mais ça l'intéresse quand même. Sa femme en a assez des dettes et des pépettes. Elle est en train de s'occuper du divorce quand la voilà qui disparaît. Une histoire vieille comme le monde. Il déclare sa disparition et sa faillite le même jour, donne quelques interviews télé et verse un seau de larmes de crocodile. On sait qu'il l'a tué, mais sans le corps. Il hausse les épaules. T'étais là pour les entrevues avec Diana la dinde. Il parle du procureur. Toujours pas possible de la convaincre de l'inculper. Pas de corps, pas de chef d'inculpation. Les flics de Modesto n'avaient aucun doute sur la culpabilité de Scott Peterson, mais ils n'ont pu l'inculper qu'une fois les corps de sa femme et de son fils retrouvés. Tu le sais aussi bien que moi. Hodges le sait, en effet. Lui et Pete ont beaucoup discuté de l'affaire Scott et Lacey Peterson pendant leur enquête sur la disparition de Sheila Davis. Mais devine quoi? On a trouvé du sang dans leur chalet d'été près du lac. Pete s'interrompt pour les faits, puis lâche la bombe. Celui de madame. Hodges se penche en avant, oubliant temporairement son assiette. Quand ça? Il y a 1 mois. Et tu m'as rien dit? Je te le dis maintenant, parce que tu me le demandes. Les recherches continuent. La police de Victor County est en charge de l'affaire. Est-ce que quelqu'un l'a vu là-bas avant la disparition de Sheila? Oh que oui, 2 gamins. Davis dit qu'il ramassait des champignons. Pourquoi pas des asperges sauvages? Tu parles d'un Newell Gibbons à la noix. Quand ils trouveront le corps, s'ils le trouvent, ce bon vieux Donnie Davis pourra arrêter d'attendre que les 7 ans requis soient écoulés pour qu'elle soit déclarée morte et toucher l'assurance. Pete est tout sourire. Pense à tout le temps qu'il gagnera. Et le violeur du parc? C'est qu'une question de temps. On sait qu'il est blanc, on sait qu'il a la vingtaine, et on sait qu'il a un léger penchant pour les chattes de bourgeoises bien entretenues. Vous avez sorti les appâts? Tu sais qu'il sort quand il fait beau. C'est ce qu'on fait, et on va l'avoir. Ce serait chouette si vous pouviez le coincer avant qu'il viole une autre quinquagénaire à la sortie du travail. On fait de notre mieux. Pete a l'air légèrement contrarié. Et quand le serveur rapplique pour leur demander si tout se passe bien, il le renvoie d'un geste de la main. « Je sais, » dit Hodges, le ton rassurant. « Le braqueur des prêteurs sur gage ?» Pete retrouve le sourire. « Young Aaron Jefferson. Hein? C'est son nom. Il se faisait appeler Y.A. quand il jouait dans l'équipe de football de City High. Tu sais, comme Y.A. Tittle. Sauf que sa copine, aussi la mère de son gamin de 3 ans, nous a dit qu'il appelait Tittle Tété. Quand on lui a demandé s'il plaisantait ou s'il était sérieux, elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Encore une histoire vieille comme le monde, si vieille qu'elle pourrait être tirée de la Bible. D'ailleurs, peut-être que la Bible en contient une version quelconque. Laisse-moi deviner. Il enchaîne les braquages, 14 à son actif, avec son fusil à canoncier, comme Omar dans The Wire. Et avec sa chance de cocu, il s'en sort à tous les coups. Puis il trompe la gosse qui lui sert de copine. Ça la rend furax et elle le balance. Pete pointe du doigt son vieux coéquipier. En plein dans le mille. Et la prochaine fois que Young Aaron s'amène chez un prêteur sur gage ou à un comptoir d'encaissement de chèques, on aura de l'avance sur lui. Et alors,
La nuit nous appartient, mon pote. » « Pourquoi attendre ? » »« Encore à cause de la proc, » dit Pete. « Si Diana la dinde te demande de lui cuisiner un steak à point et que tu te pointes avec un steak saignant, elle le renvoie en cuisine illico. Mais vous le tenez. Je te parie de nouveaux pneus à bande blanche que YA passe l'été à la prison du comté et Noël à la prison fédérale. Ça prendra peut-être plus de temps pour Davis et le violeur du parc, mais on les aura. Tu veux un dessert ? Non. Oui. Au serveur. Vous faites toujours le baba au rhum, celui au chocolat noir ? Le serveur prend l'air offensé. Oui, monsieur, évidemment. Je vais en prendre une part alors. Et un café. Pete ? Non, ça ira, je vais terminer la bière. Sur quoi, il se sert un dernier verre. T'es sûr que c'est une bonne idée, le dessert, Billy ? On dirait que t'as pris un peu de poids depuis la dernière fois, non ? C'est vrai. Depuis qu'il est à la retraite, Hodges ne se prive pas. Mais c'est seulement depuis quelques jours qu'il apprécie vraiment ce qu'il mange. Je pense me mettre aux Weight Watchers. Pete acquiesce. C'est vrai ? Et moi je veux me faire moine ? Va te faire foutre. Et le tueur à la Mercedes ? On interroge toujours le voisinage de Trelawney. Isabelle y est d'ailleurs. Mais je serais étonné qu'elle ou un autre découvre quoi que ce soit de nouveau. Il n'y a pas une porte à laquelle on n'a pas déjà frappé une demi-douzaine de fois. Le type a volé le traîneau de luxe de Trelawney, il est sorti du brouillard, il a fait son business, puis il est reparti dans le brouillard et a abandonné la caisse. Point barre. Oublie mon chieur YA, TT. C'est le mec à la Mercedes qui a une vraie chance de cocu. S'il avait fait sa petite cascade, ne serait-ce qu'une heure plus tard, il y aurait eu des flics partout, pour contrôler la foule. Je sais. Tu crois qu'il le savait, lui ? Hodges hausse les épaules pour montrer son incertitude. Si lui et Mr. Mercedes engagent la conversation sur le site du Parapluie bleu, peut-être qu'il lui demandera. Ce connard d'assassin aurait pu perdre le contrôle de la voiture et se foutre en l'air, mais non. Voiture allemande, les meilleures d'après Isabelle. Quelqu'un aurait pu sauter sur le capot et lui boucher la vue, mais non. L'un des plots en acier auquel était accroché le ruban jaune aurait pu se coincer sous la voiture, mais ça n'est pas arrivé non plus. Et quand il a garé la bagnole derrière l'entrepôt, quelqu'un aurait pu le voir sortir sans son masque, mais non, il n'y avait personne. Il était 5h20 du matin, fait remarquer Hodges, et même à midi, cette zone aurait été quasiment aussi déserte. Ouais, la récession, maugrait Pete. Je sais. J'imagine que la moitié des gens qui bossaient dans ces entrepôts étaient au City Center ce jour-là, à attendre qu'ouvre cette putain de foire à l'emploi. Un peu d'ironie, c'est bon pour la circulation sanguine ? Rien de nouveau, donc. Le calme plat. Le dessert de Hodges arrive. Il sent bon et est encore meilleur. Le serveur parti, Pete se penche vers Hodges. Mon plus grand cauchemar, c'est qu'il recommence. Qu'une autre brume nous arrive du lac et qu'il recommence. Il dit qu'il ne le fera pas, pense Hodges en s'enfournant une grosse cuillerée de délicieux gâteaux dans la bouche. Il dit qu'il n'en ressent absolument aucun besoin, qu'une fois a suffi. Ça ou autre chose, dit-il. On s'est disputé avec ma fille en mars. Méchamment disputé. Je ne l'ai pas vue de tout le mois d'avril. Elle a sauté tous ses week-ends. Ah bon ? Ouais. Elle voulait aller à une compétition de pom-pom girl. Bring the Funk, je crois que ça s'appelait. Pratiquement tous les lycées de l'État y participaient. Tu te souviens ? Candy a toujours été une pom-pom girl acharnée. Ouais, bien sûr, répond Hodges. Non, il ne s'en souvenait pas. Quand elle avait 4 ou 5 ans, on ne pouvait pas lui faire enlever sa mini-jupe plissée. 2 mamans avaient prévu d'accompagner les filles. Et j'ai dit non à Candy. Tu sais pourquoi ? Bien sûr qu'il sait pourquoi. Parce que ça se passait au City Center, voilà pourquoi. Je pouvais pas m'empêcher d'imaginer la centaine de petites midinettes en mini-jupe et leurs mères agglutinées devant les portes fermées, au crépuscule cette fois. Mais tu sais que la brume se lève aussi le soir. Je voyais cet enculé leur foncer dessus avec une autre Mercedes volée, ou un Hummer, pourquoi pas, et les gamines et leurs mamans restaient plantées là comme des biches prises dans le pinceau des phares. Alors j'ai dit non. Si tu l'avais entendu me hurler dessus, Billy. Mais j'ai quand même dit non. Elle m'a pas adressé la parole pendant 1 mois, et elle me parlerait toujours pas si Maureen l'y avait pas emmenée. J'ai dit à Mo qu'il n'y avait pas moyen, qu'elle avait pas intérêt à le faire, et elle m'a dit « C'est pour ça que j'ai divorcé Pete ».
parce que j'en ai eu assez de t'entendre dire pas moyen et t'as pas intérêt. Et bien sûr, il ne s'est rien passé. Il termine sa bière et se penche à nouveau vers Hodges. J'espère qu'il y aura plein de monde avec moi quand on le chopera. Si je le coince tout seul, je suis capable de le tuer rien que pour m'avoir mis ma fille à dos. Alors pourquoi espérer qu'il y ait plein de monde? Pete réfléchit à ce que Hodges vient de dire, puis sourit lentement. C'est pas faux. Ça t'arrive de repenser à Mrs. Trelawney? Hodges pose la question de manière détachée. Mais il a beaucoup repensé à Olivia Trelawney depuis que cette lettre a atterri sur le sol de sa cuisine. Et même avant ça. À plusieurs reprises au cours de cette période de retraite grise, il a même rêvé d'elle. Ce long visage, ce visage de chien battu. Le genre de visage qui semble dire « personne ne me comprend et le monde entier est contre moi ». Tout cet argent, et malgré tout incapable de s'estimer heureuse, ne serait-ce que de pouvoir jouir d'une liberté financière totale. Ça faisait des années que Mrs. T n'avait plus à tenir ses comptes ou à craindre d'entendre sur son répondeur des messages d'agents de recouvrement. Mais elle ne savait faire que se plaindre, tenant une interminable liste de coiffeurs incompétents et de serveurs impolis. Mrs. Trelawney et ses robes à encolure bateau informes, les 10 bateaux semblant toujours tanguer quelque peu sur bâbord ou sur tribord. Ses yeux humides, semblant toujours au bord des larmes. Personne ne l'avait aimée, la Trelawney. Pas plus qu'Hermit William Hodges, inspecteur de première division, que les autres. Et personne n'avait été surpris quand elle s'était suicidée. Pas même l'inspecteur Hodges. La mort de 8 personnes, sans parler du nombre bien supérieur de blessés, devait peser lourd sur une conscience. « Comment ça, repenser à elle ?» demande Pete. « Je veux dire, peut-être qu'elle disait la vérité après tout, à propos des clés. » Pete lève les sourcils. « Elle pensait dire la vérité. Tu le sais aussi bien que moi. Elle s'en était tellement persuadée elle-même qu'elle aurait pu passer au détecteur de mensonges sans problème. » C'est vrai. Olivia Trelawney n'avait représenté une surprise pour personne. Dieu sait qu'ils en avaient vu des gens comme elle. Les criminels de carrière se comportaient en coupables, même quand ils n'avaient pas commis le ou les crimes pour lesquels on les interrogeait, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient coupables de quelque chose. Les citoyens honnêtes, eux, ne pouvaient tout simplement pas y croire. Et lorsque l'un d'entre eux se faisait interroger avant la mise en accusation, c'était rarement, Hodges le sait, pour un crime à main armée. Non, ça avait généralement à voir avec une voiture. Je croyais que c'était un chien que j'avais écrasé, ils vont te dire. Et peu importe ce qu'ils auront vu dans leur rétroviseur après l'horrible double choc, ils y croiront, dur comme fer. Juste un chien. Je me pose quand même la question, dit Hodges, espérant avoir l'air pensif plutôt qu'insistant. Bill, t'as vu ce que j'ai vu. Et si jamais t'as besoin d'une remise à niveau, passe voir les photos quand tu veux. J'imagine que t'as raison. Les premières notes de « Une nuit sur le Mont Chauve » retentissent en provenance de la veste en tweed Men's Warehouse de Pete. Il en sort son téléphone portable, regarde le numéro et dit « Faut que je réponde. » Hodges lui fait un signe de la main. « Je t'en prie. »« Allô ?» Pete écoute. Ses yeux s'agrandissent. Il se lève si brusquement que la table se renverse presque. « Quoi ?» Les gens se sont arrêtés de manger pour le regarder. Hodges l'observe avec intérêt. « Ouais, j'arrive tout de suite. »« Quoi ?»« Ok, vas-y, m'attends pas. » Il raccroche et se rassoit. Tout d'un coup, tous ses sens sont en éveil, et à cet instant précis, Hodges l'envie amèrement. « Je devrais manger avec toi plus souvent, Billy. T'es mon porte-bonheur, tu l'as toujours été. On en parle et ça arrive. » Qu'est-ce qui arrive ? Pensant, c'est Mr. Mercedes. Et ce qu'il se dit ensuite est à la fois ridicule et pathétique. Il était censé être à moi. C'était Izzy. Elle vient de recevoir un appel d'un lieutenant de police de Victory County. Un garde-chasse a repéré des ossements dans une carrière il y a à peine 1 heure. La carrière se trouve à moins de 3 kilomètres de la maison de vacances de Donnie Davis. Et devine quoi ? Il semblerait que les ossements portent des lambeaux de robe. Il brandit sa main par-dessus la table. « Tape-moi 5, mec !»
Pete range son téléphone dans la poche déformée de son veston et en ressort son porte-monnaie. Hodges secoue la tête, ne se faisant absolument aucune illusion sur ce qu'il ressent. Du soulagement. Un énorme soulagement. « Non, c'est moi qui paye. Tu dois pas retrouver Isabelle, toi? »« Si. »« Alors file. »« Ok. Merci pour le repas. Une dernière chose. Du nouveau à propos de Turnpike Joe? »« Police d'État, ça, » dit Pete. « Et les pédéraux, maintenant. Je leur laisse. D'après ce que je sais, ils n'ont rien. Ils attendent qu'il recommence et comptent sur un coup de chance. » Il regarde sa montre. « Vas-y, vas-y. » Pete commence à partir, s'arrête, fait demi-tour et dépose un gros baiser sur le front de Hodges. « C'était chouette de te voir, mon chéri. »« Dégage, » lui dit Hodges. « Les gens vont croire qu'on est ensemble. » Pete fout le camp, avec un grand sourire sur la figure. Et Hodges repense au petit surnom qu'ils avaient l'habitude de se donner autrefois, les chiens du ciel. Il se demande si son flair à lui est toujours aussi aiguisé aujourd'hui. Le serveur revient pour demander s'il y aura autre chose. Hodges commence par dire non, puis se rétracte et commande un autre café. Il a envie de profiter un peu plus, de savourer pleinement sa double satisfaction. Ce n'était pas Mr. Mercedes, et c'était bien Donnie Davis, ce fils de pute moralisateur qui avait assassiné sa femme, puis constitué un fonds de réserve chez son avocat pour récompenser quiconque aurait des informations pouvant aider à la localiser. Parce que, Seigneur Dieu, il l'aimait tellement, et tout ce qu'il souhaitait, c'était qu'elle rentre à la maison, pour qu'il puisse tout recommencer comme avant. Il a aussi besoin de réfléchir à Olivia Trelawney et à la Mercedes volée d'Olivia Trelawney. Qu'elle ait été volée, personne n'en a jamais douté. Mais en dépit de toutes ces protestations, personne n'a jamais douté qu'elle ait rendu le vol possible. Hodges se rappelle un dossier dont leur avait parlé Isabelle Janes, alors fraîchement débarquée de San Diego, pour les aider à avancer sur la participation involontaire de Mrs. Trelawney au massacre du City Center. Dans l'histoire d'Isabelle, il s'agissait d'une arme. Elle et son coéquipier s'étaient rendus au domicile d'une famille où un garçon de 9 ans avait tiré sur sa petite sœur de 4 ans et l'avait tuée. Les gosses étaient en train de jouer avec un pistolet automatique que leur père avait laissé traîner sur son bureau. Le père n'a pas été mis en accusation, mais c'est quelque chose qui le hantera toute sa vie, avait-elle dit. Attendez de voir, ça va nous donner le même genre de choses avec Mrs. Trelawney. C'était 1 mois, peut-être moins, avant que la dénommée Trelawney n'avale les cachets, et personne au sein de l'équipe chargée de l'enquête n'en avait eu grand-chose à foutre. Pour eux, pour Hodges, Mrs. T n'était qu'une Richarde pleurnicharde qui refusait d'accepter sa responsabilité dans ce qui était arrivé. La Mercedes SL se trouvait en centre-ville quand elle avait été volée. Mais Mrs. Trelawney, veuve d'un époux fortuné décédé d'une crise cardiaque, vivait à Sugar Heights, une banlieue qui portait bien son nom, où derrière des portails fermés, de nombreuses allées menaient à de grosses McBeacock de 14 pièces et plus. Hodges a grandi à Atlanta, et à chaque fois qu'il traverse Sugar Heights, ça lui rappelle un quartier rupin d'Atlanta appelé Buckhead. La mère âgée de Mrs. T, Elizabeth Wharton, vivait dans un appartement, un très bel appartement avec des pièces aussi démesurées que les promesses de candidats aux élections, dans une copropriété de luxe sur Lake Avenue. Il y avait la place de loger une femme de ménage à demeure et une infirmière venait 3 jours par semaine. Mrs. Wharton souffrait d'une scoliose avancée, et c'était ses cachets d'Oxycontin que sa fille avait chippés dans l'armoire à pharmacie quand elle avait décidé d'en finir. Le suicide prouve la culpabilité. C'était le lieutenant Morrissey qui avait dit ça. Mais pour sa part, Hodges a toujours eu des doutes. Et dernièrement, ces doutes sont revenus plus forts que jamais. Ce qu'il sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas que la culpabilité qui pousse les gens à se suicider. Des fois, tu peux tout simplement te lasser de regarder la télé l'après-midi. 2 voitures de patrouille avaient trouvé la Mercedes 1 heure après le massacre. Elle était garée derrière l'un des entrepôts encombrant les rives du lac. L'immense enceinte bitumée était remplie de vieux conteneurs rouillés, dressés tels les monolithes de l'île de Pâques. La Mercedes grise était négligemment rangée entre 2 d'entre eux.
Le temps que Hodges et Pitt arrivent, 5 voitures de police s'étaient déjà garées dans la zone. 2 d'entre elles nez à nez devant le pare-choc arrière de la Mercedes, comme si les flics s'attendaient à ce que la grosse berline grise redémarre toute seule, comme la vieille Plymouth dans ce film d'horreur, et taille la route. La brume s'était condensée en une légère bruine. Les gyrophares des véhicules de patrouille illuminaient les gouttelettes par pulsation de lumière bleue. Hodges et Pitt s'approchèrent de l'attroupement de policiers. Pendant que Pitt Huntley discutait avec les 2 agents qui avaient découvert la voiture, Hodges en fit le tour. L'avant de la SL 500 n'était que légèrement cabossé, la fameuse technologie allemande. Mais le capot et le pare-brise étaient éclaboussés de sang. Une manche de chemise couverte de sang séché était coincée dans la calandre. Plus tard, elle serait identifiée comme appartenant à August Odenkirk, l'une des victimes. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui brillait même dans cette pâle lumière matinale. Hodges s'agenouilla pour y regarder de plus près. Il était toujours dans cette position quand Huntley l'avait rejoint. « C'est quoi ce truc ?» demanda Pitt. « On dirait une alliance » répondit Hodges. C'en était une. L'alliance en or pur appartenait à Francine Race, 39 ans, domiciliée à Squirrel Ridge Road, et fut finalement restituée à sa famille. Francine dut être inhumée avec son alliance à l'annulaire de la main droite, car 3 doigts de sa main gauche avaient été arrachés. Le médecin légiste en avait déduit qu'elle avait dû lever la main dans un geste instinctif pour se protéger de la Mercedes fonçant sur elle. 2 de ses doigts avaient été retrouvés sur le lieu du crime peu avant midi le 11 avril. L'index n'avait jamais été retrouvé. Hodges pensait qu'une mouette, l'un de ces gros goélands qui patrouillaient le long du lac, avait dû s'en emparer et l'emporter. Il préférait cette idée à l'épouvantable alternative qu'un survivant du City Center puisse l'avoir trouvée et gardée en souvenir. Hodges se releva et fit signe d'approcher un flic de la patrouille motorisée. « On va avoir besoin d'une bâche avant que la pluie fasse disparaître toute. »« Elle arrive !» dit le flic. Puis, pointant son pouce en direction de Pitt. « Premier truc qu'il nous a dit. »« Quel homme !» dit Hodges à son coéquipier, en jouant plutôt bien la bigote. Mais le sourire que Pitt lui rendit était aussi blême que le jour. Pitt regardait l'avant carré et maculé de sang de la Mercedes et l'anneau coincé dans le chrome. Un autre flic arriva, calepin en main, ouvert sur une page déjà gondolée par l'humidité. Son badge indiquait F. Shamington. Voiture immatriculée au nom de Mrs. Olivia Trelawney, 129 Lilac Drive, c'est à Sugar Heights, où la plupart des braves Mercedes rentrent passer la nuit quand leur longue journée de travail est finie, dit Hodges. Voyez si elle est chez elle, agent Shamington. Si elle n'y est pas, tâchez de la localiser. Vous pouvez faire ça? Oui, monsieur, bien sûr. Contrôle de routine, hein? Enquête pour voiture volée. C'est comme si c'était fait. Hodges se tourna vers Pitt. Avant de l'habitacle, t'as noté quelque chose? Airbag pas déclenché. Il les a désactivés. Signe de préméditation. Signe aussi qu'il savait comment les désactiver. Et le masque, t'en penses quoi? Pitt examina l'intérieur à travers les gouttelettes de pluie constellant la fenêtre côté passager, tout en prenant soin de ne pas toucher la vitre. Sur le siège en cuir du conducteur était posé un masque en caoutchouc, le genre que l'on enfile. 2 touffes de cheveux orange type bozo se dressaient comme des cornes au-dessus des tempes. Le nez était un gros bulbe rouge. Sans tête à l'intérieur pour les tirer, le grand sourire rouge s'était transformé en rictus. « Putain, ça fout les jetons! T'as déjà vu le film avec le clown qui vit dans les égouts ?» Hodges secoua la tête. Plus tard, quelques semaines avant sa retraite, il acheta le DVD et vit que Pitt avait raison. Le visage du masque ressemblait à s'y méprendre, à celui de Gripsou, le clown du film. Ils firent de nouveau le tour de la voiture, remarquant cette fois la présence de sang sur les pneus et le bas de caisse. La pluie allait faire disparaître beaucoup de preuves avant que la bâche et les techniciens n'arrivent. Il était à peine 6h20 du matin. « Messieurs !» appela Hodges, et quand ils furent tous réunis, «
Qui a un portable avec appareil photo? Ils en avaient tous. Hodges leur ordonna de se placer tout autour de ce qu'il appelait déjà dans sa tête la voiture de la mort, comme ça, tout attaché, et ils commencèrent à mitrailler. L'agent Shamington se tenait un peu à l'écart, parlant au téléphone. Pete lui fit signe d'approcher. « Vous avez un âge pour la dénommée Trelawney ?» Shamington consulta son calepin. « Date de naissance sur son permis de conduire, 3 février 1957, ce qui lui fait... 52, dit Hodges. Pete et lui travaillaient ensemble depuis une dizaine d'années, et beaucoup de choses entre eux ne passaient désormais plus par la parole. Olivia Trelawney avait le profil type des victimes du violeur du parc, mais ne collait pas du tout avec le personnage du tueur fou. Ils savaient tous deux que n'importe qui pouvait perdre le contrôle de son véhicule et foncer accidentellement sur un groupe de gens. Il y avait à peine 5 ans, dans cette même ville, un homme dans les 80 ans, et à la limite de la sénilité, avait foncé sur une terrasse de café avec sa Buick Electra, faisant 1 mort et une demi-douzaine de blessés. Mais Olivia Trelawney ne correspondait pas non plus à ce profil, trop jeune. Et il y avait le masque. Mais... L'addition arrive sur un plateau argenté. Hodges dépose sa carte de crédit dessus et boit son café en attendant qu'on la lui rapporte. Il est agréablement rassasié, et à cette heure de la journée, cet état de satiété le met généralement dans de bonnes dispositions pour une sieste de 2 heures. Mais pas cet après-midi. Cet après-midi, il ne s'est jamais senti aussi réveillé. Il leur avait semblé si évident qu'il y avait un « mais » qu'aucun des deux n'avait eu besoin de le dire. Ni aux policiers, qui continuaient d'affluer, bien que cette foutue bâche ne soit pas arrivée avant 7h15, ni l'un à l'autre. Les portes de la SL 500 étaient verrouillées, et la clé n'était pas sur le contact. Il n'y avait aucun signe d'effraction visible, ce que confirma plus tard dans la journée le mécanicien-chef de la concession Mercedes de la ville. « Et ce serait faisable de faire sauter le verrou en introduisant un outil le long de la vitre ?» avait demandé Hodges. « Quasiment impossible, » avait répondu le mécanicien. « Ces mercos sont super bien foutus, et si quelqu'un réussissait, ça laisserait forcément des traces. » Il avait remis sa casquette. « Non, ce qui s'est passé, messieurs les agents, c'est bête et méchant. Elle a laissé la clé sur le contact et n'a pas entendu le signal sonore quand elle est sortie. La tête ailleurs, j'imagine. Le voleur a vu la clé et pris la voiture. Il avait forcément la clé. Sinon, comment est-ce qu'il aurait pu verrouiller la voiture en partant? »« Vous dites « elle », dit Pete. Il n'avait jamais mentionné le nom de la propriétaire. « Eh, sérieusement !» Le mécanicien souriait légèrement maintenant. « C'est la Mercedes de Mrs. Trelawney, Olivia Trelawney. Elle l'a achetée chez nous, et on lui fait la révision tous les 4 mois, c'est réglé comme du papier à musique. On n'a pas beaucoup de 12 cylindres, et je les connais toutes. » Puis, ne faisant qu'énoncer l'absolue et brutale vérité, « Ce bébé est un char d'assaut. » L'assassin avait garé la Benz entre les 2 conteneurs, coupé le moteur, retiré son masque, l'avait aspergé de javel et était sorti de la voiture, les gants et le bonnet de douche probablement fourrés dans son manteau, puis, doigt d'honneur final en s'éloignant dans la brume, il avait verrouillé la voiture avec la clé électronique d'Olivia Ann Trelawney elle-même. C'est là qu'était le « mais ». Elle nous a demandé d'être discrets car sa mère dormait, se souvient Hodges. Puis elle nous a offert du café et des cookies. Toujours chez Demasios, il boit la dernière gorgée de son café en attendant qu'on lui rapporte sa carte de crédit. Il repense au salon de l'immense appartement avec sa vue de dingue sur le lac. Avec le café et les cookies, elle leur avait aussi servi le regard « bien sûr que non » aux yeux écarquillés, qui est l'apanage des citoyens honnêtes qui n'ont jamais eu affaire à la police, qui ne peuvent même pas concevoir que ce soit possible. Elle l'avait même dit tout haut quand Pete lui avait demandé s'il était possible qu'elle ait laissé la clé sur le contact quand elle avait garé sa voiture sur Lake Avenue, à quelques pâtés de maison seulement de chez sa mère. « Bien sûr que non !»
accompagné d'un petit sourire pincé qui disait « Je trouve votre question saugrenue et quelque peu insultante. » Le serveur arrive enfin. Il repose le petit plateau argenté sur la table et avant qu'il ait eu le temps de se redresser, Hodges lui glisse un billet de 10 et un de 5 dans la main. Chez Demasio's, les serveurs partagent les pourboires, une pratique que Hodges désapprouve fortement. Et tant pis si ça fait de lui un ringard. « Merci, monsieur, et buon pomeriggio. »« Pareillement, » répond Hodges. Il récupère l'addition et son American Express, mais ne se lève pas tout de suite. Il reste des miettes de gâteau dans son assiette. Il les écrase avec sa fourchette pour les récupérer, exactement comme il faisait avec le gâteau de sa mère quand il était petit. Ces dernières miettes, coincées entre les dents de la fourchette, puis lentement déposées sur la langue, lui ont toujours semblé être la part la plus délicieuse du gâteau. Ce premier interrogatoire crucial, seulement quelques heures après le crime. Café et cookies, pendant qu'on identifiait les corps mutilés. Quelque part, des familles pleuraient, en se griffant le visage. Mrs. Trelawney se dirigeant vers le hall d'entrée de l'appartement, où son sac à main était posé sur une table d'appoint. Revenant avec, fouillant à l'intérieur, fronçant les sourcils, fouillant toujours, commençant à s'inquiéter, puis souriant. « La voilà !» dit-elle en leur tendant la clé. Les inspecteurs regardaient la petite clé. Hodges la trouvant bien ordinaire pour aller avec une voiture aussi luxueuse. En gros, c'était un bout de plastique noir bombé à l'extrémité. Le renflement était flanqué du logo Mercedes d'un côté et de 3 boutons de l'autre. Un cadenas fermé, un cadenas ouvert et un bouton « Urgence ». Probablement que si quelqu'un essayait de vous agresser pendant que vous étiez en train de déverrouiller votre véhicule, il vous suffisait d'appuyer sur ce bouton pour que l'alarme se mette à hurler. « Je comprends pourquoi vous n'arriviez pas à la trouver », fit remarquer Pete de son ton le plus désinvolte. « La plupart des gens ont des porte-clés. Ma femme, par exemple, a une grosse pâquerette en plastique. » Il sourit tendrement, comme si Maureen était toujours sa femme, et que cette gravure de mode, toujours impeccablement élégante, aurait eu l'inconvenance de sortir de son sac une marguerite en plastique. « Comme c'est mignon, » dit Mrs. Trelawney. « Quand pourrais-je récupérer ma voiture ?»« Ça ne dépend pas de nous, madame, » répondit Hodges. Elle lâcha un soupir et tira sur son encolure bateau. Première d'une bonne dizaine de fois où il la verrait faire ce geste. « Je vais devoir la vendre, bien entendu. Je ne pourrai jamais plus la conduire après ce qui s'est passé. C'est bouleversant de penser que ma voiture... » Maintenant qu'elle avait son sac sous la main, elle fouilla à nouveau et en sortit un paquet de Kleenex pastel. Elle en sortit un et se tapota les yeux. « Très bouleversant. »« Pourriez-vous tout nous raconter à nouveau depuis le début, s'il vous plaît ?» demanda Pete. Elle leva les yeux au ciel, des yeux cerclés de rouge et injectés de sang. « Est-ce vraiment nécessaire ? Je suis exténuée. J'étais debout presque toute la nuit pour m'occuper de ma mère. Elle ne s'est pas endormie avant 4 heures du matin. Elle souffre tellement. J'aimerais pouvoir faire une sieste avant que Mrs. Green n'arrive. C'est l'infirmière. » Hodges pensa. « On s'est servi de ta voiture pour tuer 8 personnes, peut-être plus, et toi, tu veux faire une sieste ?» Plus tard, il serait incapable de dire si c'était à cet instant précis qu'il avait commencé à la détester. Mais c'était fort probable. Quand certaines personnes sont en détresse, on a envie de les prendre dans nos bras et de leur tapoter le dos en disant « là, là ». Mais il y en a d'autres à qui on a juste envie de foutre une bonne baffe dans la gueule en leur disant de se ressaisir et d'être un homme, bordel. Ou une femme, dans le cas de Mrs. T. « On va être le plus rapide possible », promit Pete. Il ne lui dit pas que cet interrogatoire serait le premier d'une longue série. Quand ils en auraient fini avec elle, elle s'entendrait raconter son histoire dans son sommeil. « Bon, très bien. Je suis arrivée ici, chez ma mère, peu après 19 heures jeudi soir. » Elle lui rendait visite au moins 4 fois par semaine, leur dit-elle, mais le jeudi était le jour où elle restait dormir. Elle s'arrêtait toujours chez Buy, un très bon restaurant végétarien au centre commercial de Birch Hill, où elle commandait leur dîner
qu'elle réchauffait ensuite au four. Bien que mère mange très peu maintenant, bien sûr, à cause de la douleur. Elle leur expliqua qu'elle partait toujours de chez elle pour arriver après 19 heures, parce que c'était l'heure où commençait le stationnement gratuit pour la nuit et où la plupart des places étaient libres. « Je ne fais jamais de créneau. Je n'y arrive tout simplement pas. »« Et le parking en bas de la rue ?» demanda Hodges. Elle le regarda comme s'il était fou. « C'est 16 $ la nuit. Dans la rue, les places sont gratuites. » Pete avait toujours la clé dans les mains, même s'il n'avait pas encore annoncé à Mrs. Trelawney qu'il devrait la garder. « Vous vous êtes arrêté à Birch Hill et avez commandé un repas à emporter chez... » Il consulta son carnet. « Bye. »« Non, j'ai téléphoné pour commander. De chez moi, à Lilac Drive. Ils sont toujours heureux de m'entendre. Je suis une cliente de longue date et très appréciée. Hier soir, c'était coucou sabzi pour mère. C'est une omelette aux herbes avec des épinards et de la coriandre, et gaïmet pour moi. Le gaïmet est un délicieux sauté de petits pois, pommes de terre et champignons, très léger pour la digestion. Elle tire sur son encolure bateau. J'ai de terribles remontées gastriques depuis l'adolescence. On apprend à vivre avec. Je présume que votre commande, commença Hodges. Et du cholet zarde en dessert, ajouta-t-elle. C'est un riz au lait à la cannelle et au safran. Elle leur sourit fugitivement de son étrange sourire soucieux. Tout comme sa manie de tirer sur l'encolure de sa robe, ce sourire était une marque de fabrique Trelawney, dont il deviendrait rapidement familier. C'est le safran qui fait tout. Même mère mange toujours tout son cholet zarde. Oui, ça m'a l'air délicieux, dit Hodges. Et votre commande était-elle prête quand vous êtes arrivé? Oui. Dans une boîte? Oh non, 3. Dans un sachet alors? Non, seulement les boîtes. Ça n'a pas dû être évident de sortir de la voiture avec tout ça, dit Pete. 3 boîtes, votre sac et la clé, ajouta Hodges. N'oublie pas la clé, Pete. Et vous deviez être pressé d'arriver en haut. C'est pas marrant de manger froid. Je vois très bien où vous voulez en venir, dit Mrs. Trelawney. Et je peux vous assurer, courte pause, messieurs, que vous faites entièrement fausse route. J'ai mis la clé dans mon sac tout de suite après avoir coupé le moteur. C'est la première chose que je fais à chaque fois. Quant aux boîtes, elles étaient empilées et ficelées. Elle écarta les mains d'environ 30 centimètres pour leur montrer. Ce qui les rend très faciles à transporter. Et j'avais mon sac autour du bras, comme ceci. Elle plia le bras, y suspendit son sac et défila dans le grand salon, une pile de boîtes invisibles de chez Baye entre les mains. « Vous voyez ?»« Oui, madame, » répondit Hodges. Il pensait voir autre chose aussi. « Quant à me dépêcher, non. C'est inutile, puisque les plats doivent être réchauffés de toute manière. » Elle fit une pause. « Pas le cholet zarde, bien entendu. Inutile de réchauffer du riz au lait. » Elle lâcha un petit rire. Pas vraiment un rire, pensa Hodges. Plutôt un gloussement. Vu que son époux était mort, le cholet zarde devait lui donner des idées. Une nouvelle couche d'antipathie s'ajouta à la précédente, presque assez fine pour rester invisible, mais pas tout à fait. Non, pas tout à fait. « Voyons ce que vous avez fait une fois que vous êtes arrivé ici, dans Lake Avenue, » dit Hodges, peu après 19 heures. « Oui, 19h05, peut-être un peu plus. » Vous vous êtes garé, quoi, 3 ou 4 numéros plus bas? 4 tout au plus. J'ai juste besoin de 2 places de parking. Comme ça, je n'ai pas à manœuvrer pour me garer. Je déteste reculer, je braque toujours du mauvais côté. Oui, madame, ma femme a exactement le même problème. Vous avez coupé le contact, vous avez retiré la clé et l'avez mise dans votre sac à main, vous avez accroché votre sac à votre bras et récupéré les boîtes avec vos repas. La pile de boîtes, solidement ficelées entre elles. La pile, oui. Et ensuite? Elle le regarda comme si, de tous les crétins dans un monde de crétins, il était le roi. Et ensuite, je suis allé chez ma mère. C'est Mrs. Harris, la femme de ménage donc, qui m'a ouvert. Le jeudi, elle s'en va dès que j'arrive. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 19e étage, où vous êtes actuellement en train de me questionner, au lieu de me dire quand je pourrais récupérer ma voiture volée. Hodges prit mentalement note de penser à demander à la femme de ménage
si elle avait vu la Mercedes de Mrs. T en partant. Pete demanda « À quel moment avez-vous ressorti la clé de votre sac, Madame Trelawney ?»« Ressorti. Pourquoi l'aurais-je » Pete agita la clé, pièce à conviction numéro 1. « Pour verrouiller la voiture en partant. Vous l'avez bien verrouillée, n'est-ce pas ?» Le doute traversa fugitivement son regard. Ils le remarquèrent tous les deux. Puis l'éclair disparut. « Bien sûr que oui !» Hodges soutint son regard qu'elle détourna vers le lac, de l'autre côté de la grande baie panoramique, avant de le fixer de nouveau sur lui. « Essayez de vous rappeler, Madame Trelawney. Des gens sont morts, et ceci est important. Vous rappelez-vous précisément avoir sorti votre clé de votre sac et avoir appuyé sur le bouton de fermeture automatique et avoir vu les phares clignoter en signe de confirmation. Vous savez ? » « Bien sûr que je sais. » Elle se mordilla la lèvre inférieure, s'en rendit compte et arrêta. « Vous souvenez-vous précisément de tout ça ?» Pendant un court instant, son visage resta inexpressif. Puis son sourire hautain réapparut dans toute son irritante splendeur. « Attendez, maintenant que vous me le dites, j'ai mis les clés dans mon sac après avoir récupéré les boîtes et être sorti, et après avoir appuyé sur le bouton pour fermer la voiture. »« Vous en êtes sûr ?» demanda Pete. « Absolument. » Elle l'était et le resterait. Tous deux le savaient. Tout comme un honnête citoyen interrogé pour délit de fuite dirait, une fois qu'on l'aurait retrouvé, qu'il était sûr que c'était un chien qui l'avait heurté. Pete referma son carnet de notes et se leva. Hodges fit de même. Mrs. Trelawney paraissait plus qu'impatiente de les raccompagner à la porte. « Une dernière question, » dit Hodges en arrivant près de la sortie. Elle leva ses sourcils parfaitement épilés. « Oui ? Où est le double de votre clé ? J'ai bien peur que nous en ayons besoin également. » Pas de regard vide ni évasif cette fois-ci. Aucune hésitation. Elle dit « Je n'ai pas de double. Je n'en ai aucun besoin. Je prends grand soin de mes affaires, monsieur l'officier. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai Madame Grise. C'est comme ça que je l'appelle. Et la seule clé que j'ai jamais eue est celle qui se trouve actuellement dans la poche de votre collègue. » La table où Pete et lui ont mangé a été entièrement débarrassée, à l'exception de son verre d'eau à moitié vide. Pourtant, Hodges reste assis là, à regarder par la fenêtre le parking et le pont qui délimite la frontière officieuse de Lowtown, où les habitants de Sugar Heights, tels feu Olivia Trelawney, ne s'aventurent jamais. Et pourquoi le ferait-il ? Pour s'acheter de la drogue ? Hodges est certain qu'il y a des camés à Heights, plein de camés. Mais quand t'habites dans ce genre de quartier, les dealers livrent à domicile. Mrs. T mentait. Il fallait qu'elle mente. C'était ça, ou accepter le fait qu'un seul petit moment d'étourderie avait eu des conséquences épouvantables. Mais supposons un instant, juste par amour du débat, qu'elle disait la vérité. Ok, supposons. Si on s'est trompé à ce sujet, qu'elle n'a pas laissé sa voiture ouverte avec la clé sur le contact, alors jusqu'où s'est-on trompé ? Et que s'est-il vraiment passé ? Il regarde par la vitre, se remémorant, ne remarquant pas les serveurs qui ont commencé à le regarder bizarrement. Lui, le retraité en surpoids, affalé sur sa banquette, comme un robot dont les batteries sont à plat. Une dépanneuse avait transporté la voiture de la mort, toujours fermée à clé, à la fourrière. Hodges et Huntley en furent informés lorsqu'ils regagnèrent leur propre véhicule. Le mécanicien-chef de Ross Mercedes était déjà sur place, et il était bien certain d'arriver à ouvrir cette satanée bagnole, d'une façon ou d'une autre. « Dites-lui de ne pas se fatiguer, » dit Hodges. « On a la clé. » Il y eut un blanc à l'autre bout du fil, puis le lieutenant Morisset demanda. « Vous l'avez ? Vous n'êtes pas en train de me dire qu'elle... » « Non, rien de tout ça. Vous avez le mécanicien pas loin ? Il est dans la cour, il examine les dommages, au bord des larmes à ce qu'on m'a dit. »« Qu'il en garde un peu pour les victimes, » dit Pete. Il conduisait. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise avec ardeur.
Il pleuvait de plus en plus fort. « Je dis ça comme ça. Dites-lui de contacter le concessionnaire et de vérifier quelque chose pour moi, » dit Hodges. « Et dites-lui de me rappeler sur mon portable. » En ville, la circulation était ralentie, en partie à cause de la pluie, mais aussi parce que Marlborough Street était fermée à partir du City Center. Ils avaient à peine parcouru 4 blocs quand le portable de Hodges sonna. C'était Howard McGrory, le mécanicien. « Vous avez pu vérifier ce que je vous ai demandé avec le concessionnaire ?» demanda Hodges. « Pas besoin, » répondit McGrory. « Je travaille chez Ross depuis 1987. J'ai bien dû voir sortir 1 millier de Merco de chez nous et je peux vous assurer qu'elles sont toujours vendues avec 2 clés. » « Merci, » dit Hodges. « On sera là dans pas longtemps. On a d'autres questions à vous poser. »« Je serai là. C'est terrible. Terrible. » Hodges raccrocha et transmit à Pete ce que McGrory avait dit. « Ça t'étonne ?» demanda Pete. Ils arrivaient à un panneau de déviation qui leur ferait contourner le City Center, sauf s'ils décidaient de mettre leur gyrophare. Mais ni l'un ni l'autre n'en avaient envie. Pour le moment, ils avaient besoin de discuter. « Non, » répondit Hodges. « C'est la procédure habituelle. Ils fournissent 2 jeux de clés avec la voiture. Comme disent les Britanniques, l'héritier du trône et la roue de secours. Et te disent d'en garder un en lieu sûr, au cas où tu perdrais le premier. Il y a des gens qui oublient complètement où ils ont rangé leur double. Et quand ils en ont besoin 1 ou 2 ans plus tard, impossible de mettre la main dessus. Les femmes, avec de grands sacs à main comme cette valise que se trimballe la Trelawney, sont du genre à fourrer les 2 jeux au fond et à oublier complètement le second. Si elle dit vrai quand elle prétend n'avoir jamais utilisé de porte-clés, elle se servait probablement des 2, sans s'en rendre compte. « Ouais, » dit Hodges. Elle arrive chez sa mère, elle est préoccupée à l'idée de passer une autre nuit là-bas, elle jongle entre son sac et les plats à emporter. Elle oublie la clé sur le contact. Elle ne veut pas l'admettre, ni à nous ni à elle, mais c'est ce qui s'est passé. Et le signal sonore, dit Hodges d'un air de doute. Peut-être qu'un gros camion est passé à ce moment-là et qu'il a couvert le bruit. Ou une voiture de police avec les sirènes allumées. Ou alors, elle était tellement plongée dans ses pensées qu'elle ne l'a même pas remarqué. Ça se tenait à ce moment-là, et ça se tint encore plus quand McGrory leur confirma que la voiture de la mort n'avait pas été forcée, ni démarrée au fil. Ce qui perturbait Hodges, la seule chose qui le perturbait en réalité, c'était à quel point il voulait que ça se tienne. Ni Pete ni lui n'avaient beaucoup aimé Mrs. Trelawney, avec ses encolures bateaux, ses sourcils parfaitement épilés, son petit gloussement distingué. Mrs. Trelawney, qui n'avait jamais demandé de nouvelles des morts et des blessés, qui ne s'en était jamais souciée. Elle n'était pas l'auteur du crime. Impossible. Mais ce ne serait pas mauvais de lui faire porter une petite part de culpabilité, de lui donner autre chose à penser que ces repas végétariens de chez Bay. « Bon, compliquons pas les choses », conclut son coéquipier. La circulation s'était fluidifiée et il appuya sur la pédale. Elle avait 2 clés. Elle prétend n'en avoir jamais eu qu'une seule, et c'est effectivement le cas maintenant. Le salopard qui a tué ces gens a probablement jeté celle qu'elle avait laissée sur le contact dans une bouche d'égout quelque part. Celle qu'elle nous a montrée, c'est son double. C'était sûrement ça. Quand t'entends un bruit de sabot, tu te dis pas que c'est un zèbre. Quelqu'un le secoue gentiment, comme on secoue quelqu'un pour le réveiller. Et c'est qu'il dormait presque, réalise Hodges, ou qu'il était comme hypnotisé par les souvenirs. C'est Elaine, l'hôtesse du restaurant, et elle le regarde avec inquiétude. « Inspecteur Hodges, ça va ?»« Bien, mais c'est juste Monsieur Hodges maintenant, Elaine. J'ai pris ma retraite. » Il perçoit de l'inquiétude dans son regard, et quelque chose d'autre aussi, quelque chose de pire. Il est le dernier client du restaurant. Il observe l'attroupement de serveurs devant la porte des cuisines et se voit subitement tel qu'eux et Elaine doivent le voir. Un vieux type, resté assis là longtemps après le départ de son compagnon de table et de tous les autres clients. Un vieux type trop gros, qui a léché ses dernières miettes de gâteau sur sa fourchette comme un gosse lèche sa sucette,
et dont le regard s'est ensuite perdu dans le vide. Ils sont en train de se demander si je file vers le pays de la démence à bord de l'Alzheimer Express, pense-t-il. Il sourit à Elaine, de son plus beau sourire, large et charmeur. Pete et moi étions en train de reparler de vieux dossiers, un en particulier. J'étais en train de me le repasser. Désolé, je file. Mais en se levant, il chancelle et cogne la table, renversant le verre d'eau à moitié vide au passage. Elaine l'attrape par l'épaule pour l'empêcher de tomber, la mine plus inquiète que jamais. « Inspecteur, Monsieur Hodges, ça va aller pour conduire ?»« Bien sûr, » répond-il un peu trop vivement. Il a des fourmis qui lui cavalent des talons à l'entrejambe et repartent dans l'autre sens. « Je n'ai bu que 2 verres de bière. Pete a bu le reste. J'ai les jambes ankylosées, c'est tout. »« Ah, ça va mieux, là ?»« Oui, oui. Et ses jambes vont mieux, en effet. Dieu merci. » Il se rappelle avoir lu quelque part que les hommes d'un certain âge, surtout les hommes d'un certain âge en surpoids, ne doivent pas rester assis trop longtemps. Un caillot de sang peut se former derrière le genou. Et quand tu te lèves, c'est le caillot qui cavale jusqu'au cœur et bye bye birdie. Elaine le raccompagne jusqu'à la porte. Hodges se surprend à penser à l'infirmière qui s'occupait de la mère de Mrs. T. C'était quoi son nom déjà? Harris? Non, ça c'était la femme de ménage. L'infirmière, c'était Green. Quand Mrs. Wharton voulait aller au salon ou faire un tour au petit coin, est-ce que Mrs. Green l'escortait de la manière dont l'escortait Elaine maintenant? Bien sûr que oui. « Elaine, je vais bien, merci, » dit-il. « Vraiment. J'ai l'esprit clair et j'ai retrouvé l'équilibre. » Il écarte les bras pour le prouver. « D'accord, » dit-elle. « Revenez vite nous voir. N'attendez pas aussi longtemps la prochaine fois. » Promis. Il consulte sa montre en sortant sous le soleil radieux. 14 heures passées. Il est en train de louper ses émissions de télé de l'après-midi et s'en moque pas mal. La juge aux affaires familiales et le psy nazi peuvent aller se faire foutre. Et l'un par l'autre s'ils veulent.